je suis Philippe Mineur et je vous accueille dans Sans Compromis, le podcast IMO qui ne met rien sous le tapis. Chasseurs IMO, notaires, sociologues, entrepreneurs, nos experts vous ouvrent les portes de l'immobilier. Ici, pas de blabla, pas de jargon, on vous apporte des réponses claires, des solutions concrètes, que vous soyez propriétaire, futur propriétaire ou simplement intéressé par l'IMO. Alors bienvenue dans Sans Compromis, le podcast qui aborde l'IMO autrement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sans Compromis. Pendant longtemps, devenir propriétaire, c'était une évidence, voire une étape de vie. Aujourd'hui, pour beaucoup, ce n'est même plus une option. Et pas parce qu'ils ne veulent pas devenir propriétaires, mais parce que le système, les banques, le HCSF les excluent. Un apport insuffisant, des revenus irréguliers, même aujourd'hui avec un bon salaire, pour de plus en plus de Français, on se retrouve bloqué aux portes de la propriété. Alors imaginez une solution. Au lieu de sortir 30 000 € maintenant d'apport, vous emménagez dans votre appartement, vous payez un loyer, vous prenez le temps de construire votre dossier de crédit pendant 6 à 24 mois et une fois votre dossier bancaire renforcé, vous pouvez obtenir un crédit immobilier et racheter le bien. Aujourd'hui, on va recevoir Adrien, qui est le cofondateur d'Estia. Il va nous expliquer ce que c'est qu'une entreprise de leasing immobilier. On va parler de son parcours, on va aussi parler de clients qui sont passés par sa solution. Avant de commencer, n'hésitez toujours pas à vous abonner à notre chaîne Préto, à toujours liker, à commenter nos vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour ça, ça nous aide vraiment. Et toujours, si vous êtes dans la voiture ou au sport, vous pouvez nous écouter en audio dorénavant sur les plateformes de podcast, Amazon Podcast, Spotify et Deezer. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo de Sans Compromis. Bonjour Adrien. Salut. Alors, merci beaucoup d'être à notre micro aujourd'hui de Sans Compromis. Je ne vais pas dire que c'est le coup de cœur de la rédaction parce qu'on n'en est pas encore là, mais c'est sûr qu'on n'a pas forcément l'habitude en tout cas dans Sans Compromis, de mettre à l'honneur une start-up ou une solution. Mais là, j'avais vraiment envie de le faire. Tu es fondateur de Estia. On va en parler en long, en large et en travers. Tu as lancé le concept de leasing immobilier. Là aussi, tu vas nous expliquer ça. Et ce qui est intéressant en tout cas, c'est que par rapport à toutes les vidéos qu'on est en train de faire sur la crise du logement, et d'ailleurs on vous mettra la vidéo en lien, il y a tout un sujet sur les personnes qui sont exclues à un instant T de la propriété parce qu'ils se voient leur demande de prêt refusée par les banques. Et toi, tu as trouvé, en tout cas tu proposes une solution et c'est vraiment ça que j'aimerais bien qu'on dévoile dans cette vidéo. Alors avant de commencer, on a un petit rituel maintenant. Pour essayer de connaître un petit peu ton parcours, le personnage. J'ai l'impression que tu as quelques années de moins que moi, juste quelques années de moins que moi. Mais avant donc de lancer Estia, j'aimerais bien un petit peu comprendre ton parcours et surtout ton rapport à l'immobilier. Ouais, bien sûr. En fait, moi, j'ai pas un rapport avec l'immobilier qui date depuis très longtemps. En fait, moi, j'ai lancé Estia justement pour répondre un peu à une frustration, à un besoin que nous, on avait identifié en tant que jeune actif qui rentre sur le marché du travail. Il y en a beaucoup, moi inclus, qui souhaitaient devenir propriétaire et acheter ma résidence principale. Et même en étant globalement privilégié, diplômé d'une bonne école, etc., finalement, c'était impossible d'obtenir un crédit et d'acheter. Et je me rends compte que finalement, tout le monde autour de moi est plus ou moins confronté à cette problématique. Et donc, de là, finalement, est née un petit peu l'idée d'Estia et surtout d'essayer de trouver une solution finalement pour aider tous ceux qui veulent acheter, mais qui aujourd'hui... Et qui galèrent un petit peu. Parce que toi-même, tu t'es retrouvé... déjà, tu voulais devenir propriétaire. Ça, c'est quelque chose qui était important pour toi ? Oui, ou en tout cas, la question s'est posée. Dès lors que je pouvais potentiellement obtenir un job, être en CDI, etc., la question peut se poser de se dire je quitte le foyer familial, où est-ce que je vais habiter, être locataire, pourquoi pas, mais je sais que c'est à fond perdu, pourquoi pas être propriétaire. Mais en fait, très vite, finalement, je me suis rendu compte que c'était sur le court terme, en tout cas, impossible et pas à l'ordre du jour. Donc, j'ai remis le projet à plus tard. D'accord, ok. Et quand tu dis que, tu vois, c'est aussi qui est intéressant, quand tu dis que tu voulais devenir propriétaire, tu l'as vécu quoi, comme déjà une sorte de rapport un petit peu à l'investissement ou c'est quasiment quelque chose qui, dans ta famille, était assez logique en étant diplômé de se lancer là-dedans ? Ouais, exactement. C'était pas vraiment par investissement en ayant un plan financier précis, mais plus se dire en termes de confort de vie, sur le fait que si je me projette dans une ville, en l'occurrence là, Paris, c'était le cas. Et donc la question s'était posée. Ouais. D'accord, ok. Et là aujourd'hui, tu es
propriétaire de ta résidence principale. Alors là, je suis actuellement locataire et je suis en train d'acheter justement. Ah, d'accord. Donc en fait, j'ai essayé. T'es cordonnier. Exactement, comme ça, j'essaie de mieux vivre le problème pour D'accord, ok. encore mieux le résoudre. D'accord. Mais donc j'ai essayé d'acheter en sortant d'école, donc c'était pas possible. Et donc là, je suis en train, donc j'ai pas encore le fin mot de l'histoire. Mais je suis en D'accord, train. ok, ça va. Donc, On fera l'épisode 2, je te dirai. Exactement, voilà, on va suivre ton achat. D'accord, donc tu n'es pas encore propriétaire. Dit d'investissement locatif à côté. Non plus. Ok, Pas, nickel. pas finançable. D'accord. Bah, voilà, en fait, donc on va finalement rapidement rentrer dans le vif du sujet. Donc toi, tu t'es retrouvé non finançable finalement. Ouais. Et c'est de là qu'est né le projet d'Estia. Notamment, où en fait, nous, forcément, c'est né de notre propre expérience avec mon associé Nino. On a toujours été entrepreneur, donc forcément un peu mal scoré, mal compris par les banques. Donc, on ne rentre pas dans la fameuse caste du CDI. Donc, en fait, très vite, on a vu qu'on avait un profil un peu atypique, pas souhaité par les banques. Et donc, on a toujours un petit peu galéré, finalement, à avoir de crédit. Donc, c'est aussi de là, effectivement, qu'est née un petit peu l'idée de créer une solution pour aider plein d'acquéreurs qui sont aujourd'hui sans solution et qui sont condamnés à rester locataires. Qui toi, t'as toujours pas envie d'être propriétaire. Après, il y a aussi un sujet. Tu viens voir des autres clients. Exactement. Et après, ce sera toi. Exactement. Je ne veux pas te créer de conflit d'intérêts à me financer par ma boîte, etc. Donc, alors, explique-nous justement un petit peu ce que c'est Estia et le leasing immobilier. Moi, ça fait déjà 5 minutes que j'en parle, mais je pense que les gens qui nous écoutent ont vraiment envie de savoir. Donc, Estia, en fait, c'est une solution de financement pour aider les acquéreurs à devenir propriétaires de leur logement, de leur résidence principale. Donc, le fonctionnement, très rapidement, il est assez simple. Les acquéreurs nous sollicitent. Ils ont déjà identifié un logement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va acheter le logement à leur place pour que les acquéreurs puissent emménager. Et en fait, on va signer un contrat de leasing où on va inscrire une option d'achat. Donc, dès le départ, on va se mettre d'accord sur le prix de l'option, donc à quel prix les acquéreurs vont nous racheter le logement. Et ensuite, nous, on va les accompagner pour qu'ils puissent justement obtenir un crédit et nous racheter le logement à un prix qu'on a fixé à l'avance. Et les loyers que nous verse l'acquéreur pendant la période de leasing, en fait, on va lui restituer dès lors qu'il rachète le bien. Donc, ce qui lui permet justement de pouvoir notamment se constituer un apport de manière plus rapide pour justement avoir le meilleur profil possible vis-à-vis des banques à l'issue du leasing. Ok, donc si on prend de manière concrète, Ouais. J'ai envie d'acheter un bien. Le point de départ, c'est que je me suis déjà tapé 3 refus des banques ou je sais que ça va être compliqué. On a tout. On a la D'accord. personne qui est curieuse, qui veut comparer le leasing et les banques. Et on a des gens qui ont déjà signé un compromis sans condition suspensive de financement, qui est arrivé à échéance j'ai pas de prêt. et qui sont coincés et qui nous appellent en toute urgence. Donc on a vraiment un petit peu, on peut intervenir à n'importe quel moment. D'accord. En tout cas, le point de départ, c'est j'obtiendrai pas mon prêt Exactement. maintenant. Ouais. En tout cas, là, au moment où je dois l'acheter. Donc je t'appelle et toi, tu analyses mon profil quand même. Exactement. Nous, on va analyser le profil de l'acquéreur pour comprendre pourquoi une banque ne l'accompagne pas et surtout pourquoi cette même banque, est-ce qu'elle pourrait l'accompagner finalement dans 2 ans par Voilà, exemple. ça c'est important. C'est-à-dire que tu t'assures quand même que j'aurai un crédit. Exactement. Ok. Même si ça va peut-être faire des déçus, mais on n'est pas une solution magique non plus. D'accord, ok. On ne, Ah, mince. on ne remplace pas la banque, mais on permet de faire le bridge, entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir faire la passation. Alors, dès qu'un acquéreur ne peut pas acheter aujourd'hui, mais qui pourra éventuellement dans 2 ans, nous, on peut lui permettre de concrétiser son projet dès maintenant. Mais effectivement, une personne qui n'a pas l'apport, pas les revenus, aucune perspective d'évolution ou quoi que ce soit, malheureusement, la banque dira non aujourd'hui, elle dira non demain. Et dans ce cas-là, nous, on n'est pas le bon acteur pour accompagner le Ok. client. Donc tu regardes quand même. Mais comment est-ce que je peux te rassurer? Bon, après on prendra le détail, on prendra le temps de regarder des détails. Mais comment tu peux t'assurer que j'aurai un prêt dans Ouais. 2 ans? En fait, c'est tout le paradoxe finalement des banques. Hein. Ça a été ma situation, mais c'est la situation de plein de monde, j'imagine. Lorsqu'on va voir sa banque, parfois la banque peut dire vous avez un super profil, mais pour telle ou telle raison, en fait, je ne peux pas vous accompagner. Mais par contre, revenez me voir dans 2 ans. Et là, par contre, je vous finance. Parce qu'en fait, dans 2 ans, la personne aura peut-être, on ne sait pas, un peu plus d'apport. Potentiellement, le chef d'entreprise aura 1 année de bilan comptable supplémentaire. Dans 1 an, la personne aura soldé son prêt étudiant. Et donc, en taux d'endettement, ça pourra passer, etc., etc. Donc, en fait, c'est là où la banque, en général, elle dit rarement non. Elle dit souvent non aujourd'hui, mais revenez plus tard. Et donc, c'est toute la frustration. D'accord. Et donc, c'est là où nous, on peut intervenir. Mais si effectivement, si la banque vous dit non aujourd'hui et qu'elle se dit dans tous les cas, jamais je pourrais vous Oui, en tout financer. cas, elle ne te sort pas le fameux on se revoit dans 2 ans. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Donc c'est souvent sur faut que je sois capable, moi, futur acheteur,
de me projeter quand même dans l'avenir en disant non, mais je suis sûr que j'aurai. Alors Toi, nous, tu as besoin un peu de ces garanties-là quand même. voilà, mais en fait, c'est nous qui faisons notre propre analyse pour justement affirmer auprès d'un acquéreur si on est en mesure de l'accompagner. Et si on est en mesure de l'accompagner, c'est qu'on estime effectivement qu'on pourra, nous, le sortir en banque d'ici 24 mois maximum. Ok. Donc, globalement, j'arrive. J'ai pas mon prêt, je viens de voir. Tu regardes mon appartement ou ça tu. On regarde les deux. En Ok. fait, on a deux départements distincts au sein d'Estia. Un département sur la partie credit scoring pour justement comprendre la situation de l'acquéreur. Donc, ça, c'est pour mon profil. Exactement. Ok. Donc nous, juste pour résumer, nous on s'adresse à tous ceux qui sont solvables, mais pas finançables. C'est tout le paradoxe. Mhm. Donc, Est-ce ouais. que tu peux expliquer la différence? Ouais, bien sûr. En fait, tous ceux qui sont solvables, c'est tous ceux qui ont des bons profils, mais qui ne rentrent pas dans les cases des banques et donc qui ne peuvent pas avoir de crédit. Donc je peux détailler sur quelques profils, mais il y a effectivement tous les jeunes actifs qui ont potentiellement des bons revenus, qui sont amenés à croître éventuellement, mais s'ils n'ont pas la chance d'avoir un apport familial, c'est impossible pour eux d'obtenir un crédit. Donc, j'ai plutôt des bons revenus qui me permettraient de payer les mensualités, Exactement. mais j'ai pas les fameux Exactement. 10-15% d'apport. Et c'est Ok, toute la frustration pour la banque, parce qu'on se met à la place de la banque une seconde. La banque, elle veut capter une clientèle potentiellement dans le futur fortunée, etc. Donc la banque qui va refuser finalement un crédit à un jeune actif, elle sait que ce jeune actif, disons qu'il est diplômé d'une bonne école, ça sera un futur bon client pour la banque. Et donc même pour la banque, finalement, c'est pas une bonne opération de dire à un acquéreur. Bien, ouais. C'est pour ça qu'elle dit revenez me voir dans 18 mois. Parce qu'en fait, la banque, au final, elle sait que si elle refuse un client aujourd'hui, parce que ce même client ira chez le confrère, chez le concurrent Ouais, dans 18 exactement, mois. mais bien sûr. Et donc c'est là où elle les Quel niveau de perd. Et frustration, donc ok. c'est pour ça qu'elles veulent les garder. Donc il y a effectivement cette problématique d'apport qui peut être temporaire. Il y a également tous ceux qui sont indépendants. Mhm. Donc c'est pas uniquement des chefs d'entreprise, ça peut être profession libérale, intermittent du spectacle, ceux qui sont en CDD, ceux qui sont Ouais, donc, auto-entrepreneurs. c'est pas rien. Enfin, je veux dire, c'est pas oui. niche, quoi. Je veux dire, Ah ça non, concerne beaucoup de gens. Exactement. Et donc il y a exactement ceux qui sont aussi, par exemple, en situation de divorce, pour une raison purement administrative, ils peuvent pas emprunter. Alors qu'en termes de revenus ou d'apport, ils n'ont pas de problème d'argent. Il y a aussi ceux qui sont, expatriés, d'autres qui ont des problématiques de titres de renouvellement de séjour. Il y en a aussi qui ne parviennent pas à avoir de prêt relais. Donc des gens qui sont déjà propriétaires, qui ont besoin de vendre pour acheter, mais qui veulent acheter avant de vendre, et qui aujourd'hui sont bloqués. Alors que sur le papier, je grossis le trait, une personne est propriétaire d'un bien qui vaut 1 million, elle veut acheter un bien à 500 000, donc financièrement, pas trop de problème. Ouais. Dès lors qu'elle aura vendu, elle pourra racheter cash, et pourtant les banques font plus de prêt relais. Pratiquement plus. D'accord, ok. Encore plus lorsque la personne est un petit peu âgée, là le coût de l'assurance explose et donc avec le taux d'usure ça fonctionne pas. Donc il y a plein de situations qui font qu'on a un bon profil et pourtant la banque vous dit désolé je peux pas vous accompagner. Et le point de départ, c'est quand même les bons revenus. Par contre, ce que tu cherches à avoir dès le début, c'est est-ce qu'il y a les revenus nécessaires À minimum pour de quoi payer plus couvrir tard, des mensualités ou voilà, autre. les mensualités. Exactement, tout D'accord, à fait. ok. Voilà. Et donc ensuite, un autre département sur l'appartement. C'est-à-dire tu regardes quand même l'appartement. Exactement. En fait, vu qu'on achète le bien à la place de l'acquéreur, en fait, les intérêts sont alignés, donc on veut s'assurer qu'on achète bien. Et en fait, mieux on achète pour Estia, mieux on achète pour le client. Donc c'est là où les intérêts sont parfaitement alignés. D'accord. Et donc on va effectivement analyser le bien pour s'assurer qu'on va acheter au Donc bon tu prix. le visites aussi. Exactement. C'est ça. Ok. Exactement. En fait, on est comme vu qu'on va acheter, voilà, c'est nous Donc qui allons là, faire. moi, acquéreur, je me mets un peu en retrait. Enfin, vous, futur acquéreur, Exactement. je me mets un peu en retrait. D'accord. Donc je vous présente Adrien, celui qui a visité l'appartement. Et toi, tu le négocies, c'est ça? Et on le négocie. En fait, D'accord. on l'achète, donc on le négocie. Mhm. L'avantage, c'est qu'on je rentre un petit peu dans les détails du fonctionnement, mais nous, on achète sans condition suspensive de financement. Et donc, ce qui nous permet justement de bien négocier et surtout à un prix décoté par rapport à la valeur de marché. D'accord. Ce qui fait Parce que tu garantis que tu l'achètes dans tous les cas. Exactement. Donc, le logement, s'il vaut 100, on va essayer de l'acheter 90 et pas 100. Alors qu'un acquéreur qui doit obtenir un crédit, forcément, il a moins de billes pour négocier. Et donc, il sera amené à l'acheter 100 globalement. D'accord, ok. Mais tu viens pas brader non plus l'appartement. C'est-à-dire que face au vendeur, tu viens pas non plus complètement le dégrader par rapport au prix du marché. Non, exactement. D'accord. Nous, l'idée, c'est Ok. de se dire, on va essayer d'avoir une décote parce qu'on achète cash. Donc, on veut toujours acheter à un prix inférieur que ce qu'aurait pu faire, par exemple, un particulier. Mais c'est pas d'arriver en disant, on va faire une offre à moins 30%, puis on espère que ça va passer. C'est pas le cas non plus. Parce Ok. qu'on veut aussi acheter des bons actifs, et les bons actifs, ils n'ont pas moins 30%, malheureusement. Ça marche. Donc globalement, toi, tu visites l'appartement, tu le négocies, le vendeur est d'accord. Donc il signe avec toi. Exactement. Et ensuite, c'est quoi? Tu me donnes les clés? On signe un Mhm. contrat de leasing. Dans ce contrat de leasing, on va stipuler 3 choses. Un, la durée du contrat, qui est chez nous de 24 mois maximum. En fonction, on le détermine ensemble en fonction de la problématique. Si c'est un prêt relais, potentiellement, c'est un portage de 6 mois. Ça peut être très rapide. D'accord. Parfois, la problématique d'apport, c'est pas jusqu'à 24 mois. Dans ce cas-là, on peut le faire. Ensuite, il y a le montant du loyer.
Donc, quel est le loyer que tu vas payer pendant la période de leasing? On est supérieur à un loyer de marché, en général. En D'accord. fait, on se compare davantage aux futures mensualités de crédit que l'acquéreur aura lorsqu'il nous rachète le bien. Ok, d'accord. Ce qui permet, de lui constituer une épargne assez intense, plus qu'un loyer de marché, comme ça, parce que 100% des loyers qu'il nous verse, on lui restitue dès lors qu'il rachète le bien. Et en plus, je rentre un peu dans le détail aussi, lorsqu'il va obtenir un crédit, nous, ça nous permet finalement de rassurer la banque en lui disant il n'y aura Il y a pas aucun de saut de charge, il n'y a pas de saut de exactement, charge. d'accord, C'est que la ok. future mensualité va être à 1 200 euros. Nous, ça fait 24 mois que le client, Et finalement, c'est il nous payé. paye 1 200 euros. Il n'y a eu aucun retard, etc. Donc, ça permet de bien marketer le dossier auprès de la banque. Et donc, c'est ce qui sert aussi les intérêts du client. Et le troisième point hyper important, évidemment, c'est le prix de l'option d'achat. Donc, à quel prix, finalement, l'acquéreur va nous racheter le bien. Donc, en fait, tout ça, on le fixe dès le départ. Dès le départ, donc limite avant l'achat du bien. Exactement. Quand En fait, on en se général, dans la même journée, on va signer, nous, l'acte authentique du bien, où Estia est propriétaire. Et une demi-heure après, on signe le contrat de leasing avec l'acquéreur et on lui remet les clés en physique. D'accord. Et donc, ce qui est assez magique, ce que tu disais, c'est que les loyers que je te verse pendant 12 ou 24 mois, je les récupère à la fin, en fait. Exactement. C'est pas là-dessus que vous faites de l'argent. Exactement. En fait, ces systèmes-là permettent de mettre fin à un cercle vicieux et toute la frustration de beaucoup d'acquéreurs qui ont une problématique d'apport. C'est de se dire, j'ai pas d'apport, donc j'arrive pas à avoir de crédit, donc je suis locataire, donc je paye un loyer, et vu que je paye un loyer, je galère à épargner. Et donc ma problématique d'apport que j'ai aujourd'hui, en fait, je vais l'avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et donc c'est nous, ce cercle vicieux auquel on veut mettre fin. Et en se disant, avec nous, vous allez payer des loyers supérieurs à des loyers de marché. Ouais. Mais finalement, Genre bien supérieur, si tu peux donner un petit. c'est comme, petite idée. c'est comme les futures mensualités de crédit. Donc ça Ouais, dépend ok. si c'est un bien à Paris ou autre. Mhm. Mais donc l'idée, c'est dans tous les cas d'être inférieur à 35% du taux d'effort Ouais, ok. pour l'acquéreur, évidemment. Mais c'est ce qui lui permet finalement de mettre de côté de manière beaucoup plus rapide, finalement. Je prends un exemple en 2 mots. Imaginons une personne aujourd'hui paye un loyer de 1 000 euros par mois et elle arrive à épargner 200 euros par mois. Donc elle verse 1 200 au total. Avec nous, si elle verse un loyer de 1 200 euros, en fait, finalement, elle arrive à mettre de côté 6 fois plus, vu qu'elle épargne avec nous 1 200 versus 200 euros si elle est locataire. Donc en fait, en un mois de leasing, ça vaut en fait 6 mois d'épargne en étant locataire. Ok. Donc c'est là où on arrive à resolvabiliser très rapidement finalement les clients. Et donc c'est là en fait où en 24 mois, on arrive à changer des trajectoires pour les acquéreurs vis-à-vis des banques. Et tu les coaches un petit peu ou Exactement. Et nous, notre, Ah oui, en plus, ok. notre métier, c'est aussi bien D'accord. sûr de les suivre pendant la période de leasing. Pour être sûr qu'ils arrivent à sortir ces loyers régulièrement. Exactement, Ok, tout à fait. d'accord. Donc globalement, donc le loyer, je le récupère à 100%. Tu ne prends même pas une marge dessus, tu prends Non, même c'est d'accord. c'est restitué à 100%. Et c'est plus donc sur le bien que je vais te racheter plus cher que tu l'as acheté, mais plus cher que sa valeur de marché aussi. En fait, ça va être plus ou moins similaire. Si on prend un exemple concret, imaginons tu proposes un logement qui est affiché à 250 000. Mhm. Ok. Ouais. On va se mettre d'accord dès le départ sur un prix de rachat, par exemple, à 265 000. D'accord. Un loyer à 1 250 sur une période de 12 mois, disons. Et en fait, les 12 mois fois 1 250, ça fait 15 000. Et donc, en fait, tu vas nous racheter le bien 265 moins 15, soit 250. Ok, Exactement. D'accord. Le secret derrière, c'est qu'en fait, on ne va pas uniquement faire 15 000 euros de plus-value, mais en fait, on va faire un petit peu plus parce que justement, le bien, on ne l'aura pas acheté Ouais. 250, Ouais. on aura réussi à l'acheter à un montant inférieur. Ok. Ce qui nous permet de nous rémunérer et d'avoir une équation économique qui fait sens pour le client. Et quand je dis nous rémunérer, ce n'est pas Estia directement. En fait, nous, c'est des partenaires investisseurs qui nous permettent finalement d'acheter les biens. On a fait une vidéo il n'y a pas très très longtemps avec un économiste, tu vois, vraiment sur la crise du logement et sur le fait que tu avais aussi finalement beaucoup d'exclus de la propriété. C'est quoi finalement toi ton regard là-dessus pardon, sur tous ces exclus-là et finalement le fait que, tu vois, tu me parlais des gens en freelance et autres, c'est le monde qui change, quoi. C'est pas juste 2% de la population, les freelances, c'est qu'il y en a de plus en plus et autres. Toi, tu penses qu'il faut un petit peu changer toutes ces règles-là? Nous, c'est notre constat, c'est que globalement, les banques sont hyper rigides. Les banques accompagnent des acquéreurs qui ont des profils linéaires, et puis rien de péjoratif. C'est très bien d'avoir aussi à un moment d'être Ce que tu appelles linéaire, c'est... d'être quelqu'un hyper stable, Voilà. un couple marié depuis 15 ans, en CDI avec beaucoup d'ancienneté,
Évidemment, parfois, on peut être dans cette situation-là, mais la vie, elle est faite d'événements. Parfois, le foyer familial s'agrandit, parfois, il diminue. Parfois, il y a un des conjoints qui souhaite déménager, il y a un des conjoints qui souhaite lancer une activité d'indépendant. Donc, en fait, parfois, si on va recourir à un crédit, un prêt étudiant ou autre pour un autre projet. Et forcément, à ces moments-là, un petit peu charnières, les banques ne sont pas en mesure d'accompagner tous les acquéreurs. Et donc, et cette tendance-là ne fait que s'accélérer encore plus avec le phénomène justement des freelances ou de ceux qui sont indépendants. Et les banques ne sont pas vraiment à même de les accompagner. Ouais. En fait, il y a un petit décalage entre l'évolution de la population et leur mode de vie. Et là, tu vois, je reprends même ce que tu avais dit, tu parlais de rigidité Ouais. dans le milieu bancaire. C'est vraiment ça, quoi. C'est as ce décalage parce que l'un est trop rigide Ouais. par rapport à un monde qui évolue, C'est quoi. ça, et nous on a même des situations où il y a des banques partenaires qui nous envoient des profils d'acquéreurs où la banque nous dit lui je peux pas le financer parce qu'en fait il est à 36% de taux d'endettement, mais il a 10 000 euros par mois de reste à vivre, donc c'est pas un sujet, mais je peux pas le sortir. Donc je préfère l'envoyer à Estia, que Estia accompagne ce client, et comme ça à l'issue du leasing, Estia s'engage à me renvoyer le client. Comme ça la banque elle D'accord. préfère Donc, toi, tu as un l'envoyer. lien aussi. Enfin, tu accompagnes aussi la personne Exactement. jusqu'à l'obtention de son prêt. Exactement. Et Ok. donc, en fait, même les banques, finalement, c'est presque dans leur intérêt de nous envoyer des clients pour que nous, on leur renvoie, plutôt que la banque n'offre pas de solution à son client. Et si elle n'offre pas de solution, elle sait que le client préférer, encore une fois, aller chez le confrère en Ouais, face, parce d'accord, qu'il a eu cette je comprends. frustration-là. D'accord, ok. Donc finalement, limite, le conseiller bancaire lui-même, il est frustré de ne pas pouvoir Exactement. accepter ce Et donc, profil-là. ça illustre, en fait, finalement, ça démontre le vrai besoin, vu qu'il est aussi partagé par des banques, quoi. Ouais, je comprends. Mais tu vois, il y a toujours dans cette fameuse vidéo, hein, vraiment, il faut la mettre en lien parce qu'elle elle est vraiment intéressante. Euh, Finalement, ce qu'on pouvait dire, c'est que cette rigidité des banques, elle est aussi là pour servir et pour protéger le client. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, pour ne pas dépasser un taux d'endettement ou si tu n'as pas d'apport, la banque ne veut pas prendre de risques, mais c'est surtout par rapport à toi, futur acquéreur, on n'a pas envie de te mettre en danger. Est-ce que toi, tu n'es pas un petit peu à la frontière du danger quand même, ou finalement tu arrives à te prémunir de tout ça et moi, client d'Estia, je sais que je vivrai aussi bien en passant par ta solution. Ouais, c'est un très bon point. Il y a justement des cas qui peuvent être gris, hein. Je prenais l'exemple d'une personne qui a 36% de taux d'endettement, donc qui ne peut pas avoir de crédit, hein, théoriquement. Mais forcément, une personne qui a 2 000 euros de revenus, qui a 36% de taux d'endettement, c'est pas la même chose qu'une personne qui gagne 10 000 euros par mois et qui a 36% de taux d'endettement avec Ouais. 4 000 euros de reste à vivre tous les mois. Donc c'est là où finalement parfois la rigidité bancaire, à mon sens, on parle des normes HCSF, hein, qui sont aussi remises en question presque constamment par beaucoup d'acteurs du monde bancaire et du courtage, pour justement apporter plus de flexibilité. Et nous, c'est à ce genre de besoins et problématiques auxquels nous on répond. Ouais, je comprends. Donc le 35% d'endettement, c'est pas tant ça que tu remets en question que peut-être ces histoires d'apport, ce que tu disais, ou Ça de peut métier, être ou ce genre de choses. Ouais. exactement. D'accord. Parfois, ça peut être le chef d'entreprise qui gagne très bien sa vie. Il lui manque, dans 6 mois, il aura la troisième année de bilan comptable. La banque sait pertinemment qu'elle veut le financer, mais là, à date, elle ne peut pas. Sauf qu'en fait, l'acquéreur a eu le coup de cœur sur une maison qu'il ne peut pas laisser passer. C'est un Parce projet de que c'est le vie. bon moment, tu vois. C'est Ouais, maintenant d'accord, ou ouais, je comprends. jamais. Et donc, c'est dans ces moments-là où nous, on peut intervenir. Ouais. Ok. Et genre la personne qui est pas encore en CDI, genre qui est en CDD ou un stage qui se passe très très bien, ça tu prends le risque ou non? C'est vraiment du cas par cas. D'accord, ok. En général, la personne a déjà trouvé son CDI. On peut avoir la situation de période d'essai, potentiellement, où là, dans ce cas-là, on prend toujours un buffer au moins de 24 mois pour s'assurer que D'accord. finalement, elle puisse, dans tous les cas, se retourner, etc. Mais donc ça, on peut aussi intervenir au cas par cas dans ce genre de situation. Ok. Bon, c'est miraculeux comme ça. Non, mais vraiment, je trouve ça intéressant. Non, mais je suis sûr que ceux qui nous écoutent, ça pourra faire tilt chez certains en se disant ça peut être une bonne solution. Et justement, je sais que tu es venu avec des cas concrets, justement, pour illustrer tout ce qu'on se raconte, avec des belles histoires. Vas-y, de toute façon, je te poserai des questions, mais dis-nous un petit peu qui sont les gens qui sont passés aujourd'hui par Estia et comment ils ont vécu toute cette expérience. Ouais, nous chez Estia, on a la chance de voir en fait une pluralité d'acquéreurs par leur âge ou par leurs milieux sociaux, leurs lieux géographiques. Donc on a vraiment vu tout le monde passer. Et donc quelques clients en tête parce que moi les premiers, c'est avec moi qu'ils interagissaient au lancement de la société. Et donc je pense notamment à un couple, Sarah et Sébastien. C'était je crois nos quatrièmes clients qui voulaient acheter une maison à Dax. Et donc ils ont sollicité parce que les deux étaient indépendants, donc il leur manquait une troisième année de bilan comptable qui se présentait plutôt bien, mais ils avaient eu le coup de cœur. Indépendants, genre ils sont quoi Alors le mari est DJ pour mariage, Ok, et Sarah, elle était indépendante dans l'immobilier. d'accord.
Donc des métiers tout à fait respectables et tout, mais en effet, au regard des banques, c'est Exactement. un peu touchy, quoi. Exactement. Ouais, c'est pas évident. Et donc, leur banque avait hésité. On avait pu comprendre qu'ils étaient pas très loin finalement, d'avoir le crédit, mais que pas sur le court terme Ok. en tout cas. Et ils exerçaient depuis longtemps? Exactement. En revanche, Depuis ok, 2 ans. depuis Depuis 2 2 ans, ans. d'accord. Exactement. Donc, c'était en lancement, en croissance, mais il manquait un petit peu d'historique. On était en 2022, début 2023, donc les banques étaient relativement frileuses, mais bon, comme depuis le lancement d'Estia, donc maintenant on a l'habitude. Et donc on a acheté le logement pour eux. Et en fait, ils se sont mariés dans la maison un mois après l'emménagement. Puis j'ai eu la chance d'être convié. Ah, génial. Et donc on a passé un super moment. Et franchement, moi, c'était un moment marquant pour moi, même en perso. Hein. Et c'est ça qui rend aussi le job passionnant à mon sens. Ouais. Parce qu'en fait, ça témoigne aussi de la relation qu'on arrive, nous, à développer avec nos clients. Vu que le système ne les finance pas et que nous, on arrive à les accompagner dans des moments un petit peu charnières. Hein. Nous, on fait que de la résidence principale, donc c'est des vrais projets de vie. Donc le fait d'avoir pu être convié... Et t'arrives etc. pas en tant que propriétaire de la maison, genre papa pendant le talon un petit peu, mais... Pas de faire par terre, s'il vous plaît. Exactement. Non, mais 10 ouverts, s'il vous plaît. Mais ils sont bien tenus, donc c'était OK. Attends, je regarde. Mais les invités me regardaient en mode faut faire gaffe. Salut le proprio. D'accord, mais globalement, toi, ce que tu regardes sur Acra comme ça, donc ils sont DJ dans l'immobilier, tu regardes leurs revenus. Exactement. C'est ça, ok. Et comment tu arrives à te dire, oui, je sens que ça va tenir en fait leur activité? Bah en fait, c'est sur leurs prévisions. On regarde, nous, leur bilan comptable et autres. Donc ils se vendent un peu aussi auprès de toi. Ils bien refont sûr. comme auprès de la banque. Exactement. Ils se représentent, ils représentent leur Exactement. compte. Ok. Exactement. Ils n'ont pas encore le bilan de cette année, mais on leur demande un arrêté comptable pour avoir les 6 premiers mois de l'activité, pour avoir une première tendance et autres. En parallèle, on va justement estimer, en étant même assez pessimiste, voir quel serait leur futur taux d'endettement une fois qu'ils auront leur troisième bilan comptable, même s'il est relativement stable ou même en légère baisse, pour avoir justement une petite marge. Ouais, tu dis pas ça à exploser, tu Non, fais pas exactement, d'accord. exactement. Si ça explose, tant mieux. Ils pourront même racheter avant l'échéance, donc c'est super. Mais on prend toujours le cas un petit peu pessimiste pour se dire, on veut vraiment s'assurer qu'ils seront en mesure de racheter, quoi. Ok, d'accord. Donc là, il s'avérait que finalement, c'était une problématique de délai finalement de quelques mois. Bon, un petit peu plus, eux, c'était les premiers, donc on était sur une quinzaine de mois. Ok. Mais donc là, finalement, Donc ça, c'est eux, ils continuent à leur activité. Exactement. Et c'est quoi, au bout de 15 mois, ils te disent c'est bon, se sent prêts à revoir les banques? Exactement. Ok. Et en fait, nous, on est aussi proactifs sur le suivi de leur dossier en fonction de l'évolution des taux et autres. Et donc, soit ils le sont, soit nous, on l'est évidemment pour prendre attache avec les banques et pour les sortir dans les meilleures conditions possibles. Et donc là, ce que la banque va valoriser au bout d'un moment, parce qu'ils sont toujours leur activité d'indépendance, c'est qu'ils ont juste une année de plus Exactement. dans leur bilan. Potentiellement, les revenus ont augmenté. Ils versent également les futures mensualités de crédit, donc il n'y a aucun saut de charge. Ouais. Ils habitent déjà dans la maison, donc tous ces éléments peuvent aussi rassurer un petit peu leur dossier et montrer aussi leur attachement. Et ça, ils l'ont utilisé comme apport, tous les loyers qui t'ont... Exactement, ouais, D'accord, tout à fait. donc c'est devenu Ouais, leur tout à apport, fait. quoi. Alors qu'ils étaient capables de mettre de l'apport au début. Exactement. Vraiment, Donc la là, problématique, c'était leur statut, quoi. Exactement. Donc là, ça va en fait gonfler le rapport, donc baisser le taux d'endettement, et donc ce qui rend le profil de plus en plus finançable vis-à-vis d'une banque. Mais ils ont leur maison, tu sais s'ils y sont toujours? Ils sont toujours. Ok, ouais. D'accord. Ils ont même construit une piscine et autres. T'es invité exactement pour... J'ai pas été invité pour la piscine, mais... D'accord, ok, donc c'est quand même intéressant comme histoire. Est-ce que tu en as une autre à nous partager? Ouais, on en a d'autres. On a une plus récente, Julie, qui voulait acheter une maison à Bondy. Elle, en fait, elle avait eu un accord oral de sa banque pour pouvoir concrétiser son projet. Okay, mais au dernier super. moment, la banque s'est rétractée parce que mère célibataire, 3 enfants, en CDI, mais taux d'endettement un peu juste, à 34%. Donc finalement, la banque s'est rétractée. Donc c'était une grosse déconvenue pour elle, forcément. Elle avait signé le compromis ou... Elle avait signé le compromis. Ouf, ouais, ok. Donc elle se projette, il y a les enfants, il y a l'école, etc. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc elle a fait appel à nous. Elle avait trouvé une autre maison dans le même quartier qui lui permettait justement de ne pas changer d'école pour son fils qui était autiste. Et donc c'était hyper important pour elle de trouver une maison dans le même quartier. Sinon, ça impliquait des changements conséquents qu'elle ne souhaitait pas. Et donc on a pu l'accompagner sur son projet. Et donc l'histoire un petit peu sympa aussi, c'est qu'on a fait la remise des clés en physique. Donc, en fait, la maman avait gardé la surprise pour ses 3 enfants qui ont génial. découvert Qu'ils la avaient maison. une Exactement. maison, Et donc c'était un super moment. Donc ouais, c'était. Ah non, mais c'est cool, c'est des belles histoires. Donc elle, son enjeu auprès de la banque, c'était son taux d'endettement, c'est ça? Ouais, exactement. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu as quand même voulu prendre le risque? Ça lui a permis en fait, elle, de gonfler son apport.
Parce qu'en fait, théoriquement, une banque aurait pu l'accepter. Hein. D'accord. C'est que sa ok. banque, justement, c'est des profils où il n'y a pas de red flag, Ouais. comme on dit. Mais c'était un petit peu juste parce que 34% de taux d'endettement et autres, donc la banque a finalement décliné. Mais nous, après, une étude de ces documents, relevés de compte et autres, ça nous a permis également de prouver un peu la solidité du projet et même la motivation du client sur le sérieux de son projet, sa projection. Et donc, Donc tu savais que 2 ans plus tard, enfin là, Exactement. combien de mois plus, elle l'a racheté là, là, elle est en bien cours, D'accord. mais en bonne Donc quoi, combien de position. mois plus tard? Là, on est à 9 mois plus tard. Ok. Donc, on est en bonne trajectoire. Donc, elle va pouvoir racheter Là, elle pourra obtenir un prêt. prochainement. Exactement, là, Exactement. Ouais, voilà. ouais. Ça, c'est aussi, c'est quand même pas mal. Et même, imaginons que c'est 9 mois après, le fait qu'elle le rachète plus cher que le prix du marché et tout, là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi. C'est le jeu. T'as jamais eu de personnes qui t'ont dit ah non, en fait, je me rends compte que c'est vraiment cher ce que vous me demandez. Ah non, Ouais. nous, le but, c'est que tout est fixé dès le départ. Donc, Ouais, en fait, ok, il n'y a d'accord. pas Donc, de. il y a pas de surprise. Exactement. D'accord. Exactement. C'est Ok. qu'on est très transparent, on leur explique le fonctionnement, les coûts et autres. Et après, ça va nous dire s'ils souhaitent avancer ou non. Mais en fait, nous, aujourd'hui, là, on a plus de 40 000 personnes qui sont en liste d'attente pour bénéficier de nos 40 services. 000 personnes. Ouais. On a D'accord. beaucoup de demandes. Toi, ta limite, elle est purement financière. C'est est-ce que tu as Exactement. l'argent pour acheter 40 000 appartements Exactement. encore Ok. Et donc en fait, nous, ça nous permet également d'avoir le luxe aussi d'être sélectif sur les acquéreurs, sur la qualité des actifs, mais aussi surtout sur la motivation aussi des acquéreurs. Ceux qui même nous... ça, tu regardes. En fait, il y en a certains pour qui devenir propriétaire, c'est un vrai projet de vie, l'aboutissement de quelque chose. Et donc nous, c'est hyper important d'accompagner des clients qui souhaitent vraiment racheter la maison. On ne fait pas du try before buy. On ne veut pas acheter une maison pour un client pour que 2 mois après, ils nous disent finalement, j'aime pas la région, je me suis gouré, je retourne d'où je viens. Ok. Nous, c'est pas notre modèle. Et donc, c'est aussi très important pour nous de comprendre c'est quoi le sous-jacent. Mais c'est quoi, je te fais de l'aide de motivation? Comment ça marche? Non, mais en fait, très naturellement, en fait, c'est très naturel. C'est en parlant avec toi, avec C'est tes super. commerciaux et tout, d'accord. En 5 minutes, on sait, c'est très, très simple de savoir si une personne a un vrai projet ou pas. Nous, on entend des histoires, forcément, où, quand on achète un bien en général, c'est des moments charnières. Donc, soit on se marie, on se sépare, le foyer s'agrandit, diminue, on a envie de déménager parce qu'on a une mutation ou autre. Enfin, l'achat d'une résidence principale, c'est pas anecdotique et ça témoigne souvent d'une histoire derrière. Et donc, en fait, très rapidement, on arrive à savoir si on est le bon acteur pour le client, quoi. J'avais encore quelques petites questions, là, mais plus en mode conseil. Tu vois, là aussi, ceux qui nous regardent, pour qui c'est compliqué en tout cas, qui galèrent peut-être à trouver leur bien et qui entendent toujours il faut devenir propriétaire, allez-y, c'est le bon moment, c'est pour la sécurité de votre avenir et autres. Qu'est-ce que tu leur conseilles là en ce moment de faire? C'est genre lancez-vous tout de suite, prenez votre temps, c'est pas grave. Bon, en plus, on a un petit peu d'actu, donc ça. Exactement, exactement. Non, c'est vrai qu'on se parle le jour de la démission de notre. C'est quoi, 4e Premier ministre? Ouais, Je sais, on compte plus. Exactement. Mais t'as raison, en plus, c'est vrai que le contexte, il donne pas vraiment envie, quoi. Donc ça rajoute de l'incertitude à l'incertitude. Un conseil de manière générale, forcément, c'est de se dire que acheter aujourd'hui, c'est le vrai avantage derrière, c'est de se dire qu'on se constitue patrimoine et qu'on arrête de verser des loyers à fond perdu. Donc effectivement, la théorie fait que plus tôt on commence, le mieux c'est. Après, effectivement, il n'y a jamais de moment parfait. Hein. Hier était mieux qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui sera mieux que demain. Donc effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, c'est aussi peut-être le meilleur moment pour acheter. Nous, après, je nuance également, nous, on fait de la résidence principale, notamment. Et donc, l'achat d'une résidence principale, c'est bien sûr aussi un achat financièrement hyper important, mais c'est aussi un achat très perso, émotionnel. Et donc, en général, avant d'acheter une résidence principale, il faut s'assurer que le projet de vie est cohérent et qu'on compte rester relativement longtemps, donc 10 ans ou plus. C'est quoi ton conseil? Ouais, après, les calculs vont dépendre exactement, de... mais toi, tu dis comme ça 10 ans. Enfin, c'est une dizaine d'années, ok. globalement. Le temps d'amortir les frais de notaire et autres. Et effectivement, si c'est acheter une résidence principale pendant 4 ans, si on sait que dans 4 ans, on va déménager, en fait, oui, mon conseil, c'est pas acheter sa résidence principale si on sait qu'on va la quitter finalement dans 4-5 ans. Ouais. Si en revanche, on pense qu'on va rester 10, 15, 20, 25 ans dans sa résidence principale, à mon sens, oui, vaut mieux acheter que continuer à verser des loyers à fond perdu. L'idée, c'est pas de se dire que l'immobilier va prendre plus 5% par an pendant 20 ans. C'est simplement de se dire, même si les prix de l'immobilier sont parfaitement stables, globalement, à la fin de la maison, elle est à vous, plutôt que d'avoir payé 20 ans de loyer à fond perdu. Ouais, exactement. Mais ouais, justement, parce que toi, tu es locataire de ce que. Exactement, moi, Mais c'est quoi ton regard là-dessus? Parce que, comme on se dit, là, c'est toujours beau de dire aux gens, lancez-vous dans la propriété haute, mais il y en a qui sont locataires aujourd'hui.
Et j'ai le sentiment parfois, tu vois, qu'on met une sorte de mauvaise pression, et limite, il y a un truc un peu toxique sur ces Ouais. locataires, genre, mais attends, mais quelle idée d'être locataire, tu Ouais. perds de l'argent et autres. Comment est-ce qu'on peut aussi un petit peu détendre tout ça et se dire, non, non, mais Ouais. ça va, c'est pas... Non, mais bien sûr, après, il faut aussi nuancer parce que ça implique des choses des deux côtés. Quand on veut acheter, on peut parler de sa résidence principale, on peut aussi parler d'investissement locatif. Donc, effectivement, d'un point de vue patrimonial, l'immobilier, c'est une super classe d'actifs. On peut avoir du levier, donc on peut obtenir un crédit, donc acheter avec l'argent de la banque et pas l'argent dont on dispose à l'instant T. Donc, ça, c'est l'effet un petit peu magique par rapport à d'autres classes d'actifs. Mais bon, acheter une maison, même à 6-7% de rendement, en fait, ça peut aussi impliquer un peu de travail, de trouver des locataires, s'occuper du bien, etc. Il y a les impôts, enfin bref, il y a une charge mentale. Donc, c'est pas neutre non plus. Donc, après, chacun fait son calcul si dans sa vie, il peut s'en occuper ou autre. Mais ça, c'est très perso. Et ensuite, idem, la résidence principale, ça peut être un bon calcul, mais il faut rester longtemps. Et ça dépend aussi de sa situation. Surtout, moi, à mon âge, à 28 ans, c'est peut-être des âges un petit peu hybrides où on se dit potentiellement dans 10 ans, on n'est peut-être pas autant dans le foyer et autres. Potentiellement, j'ai envie de voyager, de faire le tour du monde. Est-ce que vraiment j'ai envie d'acheter? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et si en fait, on a une vision extrêmement claire, dans ce cas-là, faut se lancer. Mais il ne faut pas se lancer en se disant, en fait, ça se trouve, dans 2 ans, je vais revendre le bien parce que je préfère déménager. C'est vraiment ça qu'il faut calculer. Donc, il n'y a pas de FOMO à avoir si on n'a pas de visibilité. Il faut mieux être locataire plutôt que se lancer dans un projet dont on ne maîtrise pas une pression. Tous les chiffres, non, mais exactement. C'est toujours intéressant de se le dire. Et juste pour finir, toujours sur ces questions d'apport, parce que peut-être qu'on n'en a pas forcément parlé, je ne sais pas si tu as un cas autour de ça, mais il y a une statistique qui me marque toujours, c'est le côté de mémoire, 40 ou 50% des primo-accédants à Paris, ce sont des gens qui ont pu acheter parce qu'ils ont eu un apport, parce qu'ils ont eu un héritage, enfin parce qu'ils ont un apport d'héritage, de donation et autres. Est-ce que tu peux être aussi la solution pour ces gens-là qui se retrouvent, qui n'ont pas cette chance d'avoir des parents, des grands-parents qui peuvent leur donner 30, 40, 50 ? Ouais, c'est toute l'idée. C'est surtout en Ile-de-France où c'est encore plus criant, où les prix de l'immobilier sont super élevés. Forcément, s'il faut 20% d'apport pour un logement à 500 000 euros, donc ça fait 100 000 euros. Quand on rentre sur le marché du travail et qu'il faut avoir 100 000 euros cash à mettre pour avoir un crédit, si on n'a pas l'aide familiale, c'est juste impossible. Ou sinon, on fait le calcul avec une capacité d'épargne, même à 1 000 euros par mois, il faut attendre 100 mois. Bon, ça fait un peu de temps, quoi. Exactement. Non, je trouve que c'est là où ça peut être une belle solution. Exactement. En fait, nous, l'idée, là encore, on n'est pas une solution magique non plus. On ne va pas aider un acquéreur de passer de 0 à 20% d'apport en l'espace de 2 ans. C'est que nous, lorsqu'une banque va demander entre 10 jusqu'à 20% pour avoir un crédit, nous, on peut accompagner un client dès lors qu'il a 4 ou 5%. Mais s'il a littéralement 0, on sera a priori un peu juste pour l'accompagner aussi, quoi. Voilà, mais tu valorises déjà le début d'épargne, la bonne démarche, du bon épargnant et tout. Exactement. On n'est pas là à remplacer les parents qui donnent 100 000 euros. On a le mérite d'avoir une alternative, en tout cas. Exactement. Tu sais d'ailleurs s'il y a d'autres, là je te pose la question comme ça, mais d'autres boîtes, d'autres entreprises qui proposent comme ça des solutions alternatives pour devenir propriétaire? Ouais, il y en a d'autres très complémentaires, différentes, et moi je trouve ça super. En fait, je pense que nous, on résout une problématique tellement importante, tellement large, tellement complexe, qu'il n'y aura pas une solution qui va résoudre le problème et se dire, en fait, c'est ça qu'il faut faire pour tout le monde. Donc c'est super qu'il y a d'autres alternatives. Je pense à d'autres startups qui sont lancées avant nous, comme Virgile notamment. Ouais, qu'on avait reçu. Ouais, il y a d'autres entreprises qui se sont lancées sur un peu des variantes de modèles de leasing qui font globalement ce qu'on fait. Mais donc c'est plutôt, je trouve, des bonnes initiatives parce que la réponse doit être multiple, vu que le problème est tellement gigantesque. Il faut qu'il y ait plein d'initiatives privées. Forcément, c'est toujours un petit peu décrié aussi sur... le prêt à taux zéro qui coûte de l'argent forcément à l'État et autres. Donc il y a aussi un fort enjeu à trouver des solutions qui ne coûtent pas d'argent à l'État et qui offrent des solutions aux acquéreurs qui sont aujourd'hui un peu perdus, quoi. Faut le dire. Je comprends. Non, mais franchement, merci beaucoup Adrien en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est passionnant. Comme tu l'as dit, c'est pas magique et ça je trouve ça très bien aussi de se le dire. Néanmoins, c'est une belle solution pour ceux qui veulent se lancer dans la propriété. Et ce que j'ai bien aimé dans les profils qu'il nous a montré, c'est que il y a un peu tout, quoi. En tout cas, on parle pas que des gens qui ont des très très hauts revenus et qui veulent, voilà, exactement,
On a des gens je qui ont des très hauts revenus. Exactement. Il y a des gens qui sont parfois qui ont une petite retraite, mais qui ont eu la chance justement de pouvoir acheter avant et qui sont déjà propriétaires, qui n'arrivent pas à avoir de pré-relais. Donc c'est aussi nous ce qui fait un peu la beauté du métier et ce qui moi me rend super fier avec Estia, c'est de se dire qu'on peut vraiment aider monsieur, madame, tout le monde. On est partout en France, les gens peuvent être jeunes ou âgés. Alors, donc c'est ça très bien, c'est ça. on s'éclate. Les notaires, déjà, excuse-moi, j'en profite parce que j'étais sur la conclusion, mais je relance le truc. Les notaires vous reconnaissent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté attendez, mais c'est quoi, vous êtes qui, ce genre de choses, ça va quoi. Ou Ouais. quand je parle à un agent immobilier en fait, c'est une autre boîte qui va acheter l'appartement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Dans les faits, lorsqu'il y a déjà un compromis de signé, forcément, lorsqu'on arrive, nous, en situation d'urgence, alors que c'est un compromis de signé, la cliente peut pas avoir son crédit, tout le monde est tendu. Donc, Ouais. nous, on arrive pour trouver une solution, parce que sans nous, la transaction n'aboutit pas. Donc, même si on apporte une solution, pas Il y forcément... a cette idée, ouais, ils étaient enfin un Bien peu sûr. rassurés quoi. Exactement. D'accord, ok. Après, on achète sans condition suspensive, donc là, ça détend tout le monde, bizarrement. De se D'accord. dire que, bon, finalement, il y a quelqu'un, il a l'argent, ça va C'est se toi qui faire te déplaces en rapidement. personne pour aller voir le vendeur ou Non, on fait tout à distance, sinon ça D'accord, serait tu vois, impossible. ouais, d'accord. Ouais, ok. ouais. Mais il y a encore peut-être ce petit élément de réassurance. Ouais, bien non, sûr. vous inquiétez pas, c'est une solution Ouais, viable. et puis tout, maintenant, ouais, on commence à être relativement connu, en tout cas de plus en plus. Et donc, les acteurs ont entendu parler de nous ou quoi, donc ça leur permet de les rassurer un petit peu et de leur dire que nous, on est là pour que la transaction puisse se faire. Donc, en fait, on n'est pas en concurrence avec les courtiers, les banquiers ou les agents ou les notaires. Au contraire, on est juste une solution Tu additionnelle fluidifies le marché. pour fluidifier le marché, pour faire en sorte que la transaction puisse aboutir, ce qui bénéficie à tout le monde, hein. À l'acheteur, au vendeur évidemment, mais l'agent immobilier sans nous potentiellement, il touche pas sa commission, exactement, le ouais. courtier non plus, la banque elle fait pas son acquisition, enfin bref, donc c'est là où on est Trop là bien. pour aider tout le monde. Eh ben, écoute, franchement, merci beaucoup Adrien d'être venu au micro de Sans Compromis. Avec plaisir. On merci. se reverra quand tu seras propriétaire, c'est ça? Exactement, Exactement, j'espère. après notre vidéo, exactement. Dans 3 mois. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Compromis. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube. À très bientôt. Sans Compromis est un podcast créé par Preto avec Manon Béline à la production.